Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout, surtout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Dieudonné Mouenzé. Il est membre du Conseil national du PPRD et communicateur du FCC. Et il est également député national honoraire. Monsieur Dieudonné Mouenzé, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je vais bien. Et ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau du magazine Tac au Tac, et bien que ça fait un peu longtemps que un plaisir partagé pour moi également. Oui, ça fait longtemps. Mais vous n'êtes plus visible vraiment à la télé, partout ailleurs. C'est là dû à quoi? Bon, vous savez, dans toute activité, oui, dans toute activité, il faut savoir à un certain moment marquer une pause, prendre un peu de recul aussi, c'est nécessaire. Et faire l'évaluation de ce qu'on a fait depuis un temps, et savoir comment il faut réajuster les tirs, et puis rebondir quand il le faut. Et vous savez également que nous avions communiqué d'abord comme membre de la majorité présidentielle, et finalement comme membre du FCC, mais lorsque le FCC entre en coalition avec le CACH, c'est qu'il faut que la communication s'adapte. Et pour s'adapter, il faut marquer une charnière, pour créer la soudure entre les deux modes de communication. C'est ce que nous avons fait. Bien, monsieur Dieudonné Mouenzé, le PPRD, votre parti est nostalgique. Il paraît à Joseph Kabila. Votre parti annonce son retour pour 2023. Vous êtes vraiment sérieux à ce propos? Nous avons toujours été sérieux, madame. Vous pensez que nous pouvons faire une politique spectacle? Non, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Mon parti politique par rapport à Joseph Kabila, c'est un lien de toute la vie, ça vous le savez, puisque Joseph Kabila, c'est celui-là l'initiateur de mon parti politique, le PPRD. Et donc, le PPRD est comme le bébé de Joseph Kabila. Quand on a un bébé, on reste pour toute la vie. Donc, le PPRD et Joseph Kabila, ils sont ensemble. Mais en plus de cela, Joseph Kabila est le président national du PPRD. Donc vous comprenez que lorsque l'on parle du PPRD, on ne peut pas ne pas parler de Joseph Kabila. Mais pourquoi ne jurer que sur la personne de Joseph Kabila, il y a déficit des présidentiables au PPRD ou comment? Comment vous parlez de présidentiable aujourd'hui? Ben oui. Vous parlez de quelle élection? Mais parce que vous avez annoncé 2023, j'ai dit bien 2023. Parce que vous avez annoncé le retour de Joseph Kabila pour 2023, le PPRD de votre parti. Nous ne l'avons pas dit ainsi. Est-ce que c'est possible que nous puissions dire exactement ce que nous avions dit à Lumbashi? Nous avions annoncé le retour. Le retour, oui. De Joseph Kabila sur le plan politique. Sur le plan politique. Donc nous n'avions pas parlé de 2023. J'ai la communication avec moi. Et bon, je sais qu'à Kinshasa aussi on aime beaucoup la polémique, mais il faut éviter toujours de faire un saut dans le vide, de polémiquer sur quelque chose qui n'existe pas. Il est important que par moment on puisse parler des choses qui existent réellement. Et ce qui existe réellement, c'est qu'il a été annoncé à cette matinée politique de Lumbashi, le retour politique de Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'il va être dans les jours qui suivent très actif politiquement et à la tête et du PPRD et du FCC comme autorité morale. Nous l'avons toujours dit et je ne crois pas qu'on puisse empêcher ça à quelqu'un d'autre et surtout pas à Joseph Kabila. Je crois qu'il joue encore de tous ses droits civiques et politiques. Et il ne sera pas candidat en 2023? Non, je crois que c'est encore prématuré. Aujourd'hui, nous ne parlons pas encore des élections de 2023. Vous savez, nous avons eu un candidat en 2018 et à cette matinée, nous avons fait l'évaluation et nous pensons qu'il ne faut pas trop parler des candidatures tous les jours, mais lorsque l'on a été candidat à une échéance et que les résultats ont été ce que vous avez connu, il faut à un certain moment marquer les pas et savoir faire l'évaluation pour réajuster les tirs. Je crois que c'est ce que nous avons fait à Lumbashi en faisant ce diagnostic politique pour le PPRD sur le plan interne et sur le plan externe. Eh bien, lorsque vous avez annoncé le retour de Joseph Kabila, les gens ont quand même paniqué. Oui, je sais que beaucoup ont la phobie de Joseph Kabila. Beaucoup ont la peur de Joseph Kabila. Lorsque l'on parle de Joseph Kabila, il y a des gens qui se sentent allumés directement. Bon, c'est leur problème, mais ils doivent savoir que Joseph Kabila est encore sur la scène politique et il reste incontournable. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui a la majorité parlementaire. Et comme vous le savez, nous sommes dans
un système semi-présidentiel, donc cette forme de l'État impose nécessairement à tout dirigeant du pays de composer avec la majorité parlementaire que détient aujourd'hui Joseph Kabila comme autorité morale du FCC. Donc il reste incontournable. Il reste incontournable, voilà. Mais que pensez-vous de ceux qui pensent que non, les statuts de sénateur à vie ne lui permet pas de briguer un autre mandat présidentiel? Je crois que le moment viendra où nous ferons ce débat-là. Et je crois qu'il ne faut pas anticiper les choses. Et ni l'ESP Chadari, de mon parti politique, ni l'EFC Chadari, ni Joseph Kabila lui-même, personne n'a parlé de la candidature de Joseph Kabila en 2023. Personne. Alors je crois que faire un tel débat, c'est peut-être trop prématuré. J'ai suivi pratiquement dans tous les réseaux sociaux parler de cette candidature en 2023. On en parle toujours. Bon, voilà. Bon, je crois qu'il faut aussi alimenter. Il faut quand même alimenter aussi le débat. Oui. Ce n'est pas mal, il faut alimenter le débat politique. Mais moi, en tant que communicateur du FCC, je vous dis que je préfère parler des choses qui existent. Je préfère parler des choses qui existent. Si aujourd'hui, il n'y a pas encore une candidature annoncée pour 2023, je ne trouve pas l'opportunité d'en parler. Mais puisque je vous sens curieux, avec vos téléspectateurs, de savoir est-ce que, comme sénateur à vie, il peut revenir ou pas. Oui, les questions se posent quand même, oui. Parce qu'il y a ceux qui pensent que pour être candidat, Joseph Kabila doit mourir et ressusciter 3 jours après, car sénateur à vie, son mandat prend fin à sa mort. Ils envisagent et ne peut pas concourir à un autre. Ils envisagent l'impossible, puisque ça ne se fera même pas. Joseph Kabila ne peut pas mourir et ressusciter, rester toujours Joseph Kabila. Donc ça, c'est impossible. Ou bien c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il revienne en 2023. Non. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que la Constitution lui reconnaît ce statut-là de sénateur à vie. Et c'est un statut viager, c'est-à-dire c'est pendant toute sa vie. Et la même Constitution reconnaît que Joseph Kabila il est quand même un citoyen congolais et en tant que tel, il jouit de tous les droits civiques et politiques lui reconnus et reconnus à tout Congolais. Mais vous avez également la loi sur les statuts des anciens présidents élus et même tous les chefs, pour tous les chefs de corps constitués qui prévoient qu'il y a cette possibilité pour un sénateur à vie comme Joseph Kabila d'avoir des incompatibilités comme pour les parlementaires en général, sénateurs comme députés. Bon, ça c'est une raison normale et ça ne frappe pas simplement Joseph Kabila comme sénateur à vie, ça frappe tous les sénateurs qui ne sont pas à vie ayant les mandats de 5 ans, ça frappe également tous les députés nationaux comme les députés provinciaux ayant les mandats de 5 ans. Mais ces incompatibilités-là, c'est par le fait que quelqu'un voudrait exercer les 2 mandats. Il a, je crois, un délai environ de 8 jours pour se prononcer. Mais si ça peut arriver, comme ça arrive pour les députés nationaux, que nous voyons briguer à d'autres mandats électifs, et que pendant le temps imparti, le délai imparti de 8 jours ou combien de jours, ils ont la possibilité de renoncer à un mandat. Donc, Joseph Kabila a la même possibilité de renoncer. Il ne faut pas que les gens pensent que le statut viager des sénateurs à vie, c'est une contrainte à Joseph Kabila de ne pas lui permettre de briguer à un autre mandat. Non, c'est un droit, c'est un statut privilégié qui est reconnu par la Constitution, que lui confère la Constitution puisqu'il a été ancien chef de l'État, mais il a la possibilité à tout moment d'exercer aussi ses droits politiques et civiques en renonçant à tout mandat qu'il veut. Il peut renoncer au mandat suivant, comme il peut renoncer au mandat ancien, comme à son statut actuel. Donc, il ne faut pas que les gens en fassent tellement un problème. Puisqu'aujourd'hui, madame, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que les gens pensent que tout ce que nous parlons aujourd'hui, c'est taillé sur mesure de Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est l'unique président, ancien président que nous avons. Mais demain, nous aurons d'autres anciens présidents. Et lorsqu'on va débattre de la question, les gens vont toujours penser à Joseph Kabila. Non. Ce que nous disons aujourd'hui peut arriver à n'importe qui serait demain ou après-demain ancien président. Les gens en parlent parce que vous avez annoncé à Lubumbashi. Voilà. Nous avons annoncé son retour politique. Puisque depuis janvier,
il a fait un peu comme un retrait politique. Il a été pratiquement absent sur la scène politique. On ne l'a pas vu dans les activités politiques, ni faire des déclarations officielles politiques. Et nous avons dit que c'était son temps de congé. Maintenant, nous avons besoin du retour de notre autorité morale, de notre président national au PPRD, pour qu'il soit actif politiquement. Et nous n'avons pas parlé de sa candidature. Lui-même également n'a jamais parlé de sa candidature. Je crois que c'est trop prématuré. Vous savez, il ne faut pas parler des élections tous les jours dans ce pays. Il faut à un certain moment abandonner de parler des élections. Parler aussi de la gestion du pays. C'est important. Le pays doit être géré. On ne peut pas vivre seulement des élections tous les jours. Oui, c'est ça. Si vous souhaitez que le retour de Joseph Kabila au pouvoir, si aujourd'hui Joseph changeait d'avis pour dire que non, il peut se représenter, briguer un autre mandat, est-ce que vous souhaitez le retour de Joseph Kabila au pouvoir pour une innovation à la gestion ou pour la même chose qu'on connaît de lui? Non, non, on ne fait jamais tous les jours la même chose. Je crois qu'on est humain et on a le réflexe d'humain. Un humain, ce n'est pas celui qui fait la même chose tous les jours. Sinon, il cesse d'être humain, il devient automate, il devient robot. Donc, Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant autant d'années. Donc, il connaît les forces pendant cette direction. Il connaît aussi ses faiblesses pendant cette direction. Ces faiblesses qui sont inhérentes à toute vie humaine, à toute nature humaine. Donc aujourd'hui, si Joseph Kabila peut revenir, il ne faut pas penser qu'il va faire la même chose. Déjà pendant les 18 ans dont on parle, Joseph Kabila n'a pas fait la même chose. Vous voyez Joseph Kabila en 2002 ou en 2003. Vous voyez Joseph Kabila en 2014 ou en 2015. Ce n'est pas le même. 18 ans, donc je crois que... Avec un bilan un peu catastrophique. Non, non, le débat sur le bilan, je crois que nous en avons parlé longuement l'année passée, avant les élections. Ce bilan, c'est le bilan d'un gestionnaire, un gestionnaire responsable, nous l'avons assumé, et un bilan qui a eu des côtés positifs et des côtés négatifs. Et nous l'avons toujours dit que tout humain sur cette terre des hommes qui passerait à la gestion de la chose publique, au bout d'un mandat, il n'aura pas toujours de points positifs. Il aura des points positifs et des points négatifs, comme ça a été le cas avec Joseph Kabila. Ceux qui sont aujourd'hui à la gestion, nous les constatons. Une année avant déjà, nous constatons qu'ils ont des points positifs et des points négatifs. Quand ils feront 5 ans, nous constaterons la même chose. Et comment ne pas constater la même chose pour celui qui a fait 2 mandats à la tête d'une république très vaste comme la République démocratique. Et qui n'a rien changé du tout. Bien voilà. Non, alors, non, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame. Non, ça, je ne laisse pas passer. Qui n'a rien changé du tout, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'alternance politique. Je ne parle que de ce point, puisqu'il y en a plusieurs. L'alternance politique, vous l'avez connue encore quand dans ce pays, sans Joseph Kabila? Vous n'allez pas me répondre, puisqu'en principe, l'invité, c'est moi. Et je dois répondre à toutes vos questions. Je réponds à cette question. C'est la première. C'est la première. Je vais répondre à cette question. Et pourtant, il y a plusieurs... Je vais répondre, oui. C'est ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects, mais je n'y reviens pas. Il y a beaucoup. Si vous voulez, si vous me donnez beaucoup de temps, on peut revenir sur tous les aspects. Si vous me donnez beaucoup de temps. Mais je voudrais parler de l'aspect important et historique, c'est-à-dire la passation civilisée des pouvoirs, l'alternance politique dans ce pays. Nous l'avons vécu une seule fois et c'est avec Joseph Kabila. Et c'est tout ce qu'il a réussi. Hein, non, pas tout, c'est pas seulement ça. Oui, mais madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Le social. Non, madame, s'il vous plaît, il faut que l'on en parle. Dans la misère. En 2001, lorsque Joseph Kabila accédait au pouvoir, vous vous retrouviez où? Dans cette république? Je ne voudrais pas que vous puissiez me répondre, mais moi je vous dis que j'étais à l'Est. Alors évitez de me poser des questions. Oui, je ne vous pose pas la question, mais je réponds, mais je vous interpelle. Mais je vous dis que moi, je me trouvais à l'Est, mais j'étais incapable d'aller à l'Ouest en 2001. Et ceux qui étaient au Nord étaient incapables d'aller au Sud en 2001. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est le cas? Est-ce qu'en 2014, c'était le cas? Ce n'était pas le cas. Et ça, ce sont des efforts de Joseph Kabila, il faut le lui reconnaître. Bon, on peut encore donner beaucoup de cas, s'il vous plaît. Vous parlez de la sécurité, mais ça, c'est déjà l'aspect sécuritaire. Mais on peut aussi parler des aspects économiques. Il y en a beaucoup. Nous en avons parlé beaucoup. Nous en avons beaucoup. Mais madame, lorsque Joseph Kabila prenait ce pays entre ses mains, l'inflation était à quelle hauteur? C'était l'hyperinflation, vous le savez. On pouvait quitter la maison le matin connaissant un prix d'un bien sur le marché en ville, et lorsqu'on arrive le soir, on trouve que le prix a changé, puisque tous les jours, il y avait inflation. Et l'inflation qui allait jusqu'à 4-5 chiffres.
Mais rappelez-vous que vers les années 2012, 2013, 2014, avec Joseph Kabila, l'inflation était pratiquement stoppée. Les taux paritaires par rapport au dollar avec notre monnaie nationale étaient pratiquement plafonnés à 930 pour $1 pendant plus de 2 ans. Vous le savez bien. C'est pour cela que nous avons même atteint le point d'achèvement, toujours avec Joseph Kabila. Et les taux de croissance, vous le connaissez, qui allaient même vers 10% avec 2 chiffres. Donc, c'est vous dire qu'il y a des choses que nous n'avons jamais connues, mais que nous avons connues avec Joseph Kabila. Mais je ne dis pas que tout a été fait. Il y a encore beaucoup de choses que Joseph Kabila n'avait pas fait, mais que les autres peuvent aussi faire. Donc, c'est ça aussi la continuité. Oui, la continuité, oui, c'est pour dire que le mal est vraiment trop profond. Donc, en fait, il y a beaucoup... Oui, le mal est profond. D'ailleurs, nous venions même de très loin. Oui. Avant Joseph Kabila, nous étions encore très loin. Avant M. Laurent Désiré Kabila, nous étions encore dans les gouffres. Donc, nous sommes en train de remonter et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes même déjà presque à la surface, et puisque nous sommes déjà rentrés au système démocratique convenable avec déjà 3 cycles électoraux. Donc nous pensons que nous allons remonter davantage. Ok, parlons un peu de la gratuité et de l'enseignement. Comment, dites-nous un peu comment Emmanuel Ramazani Shadary peut dire que l'effectivité de la gratuité qu'on attribue à Fachi est un programme de Kabila. Bon, ce que vous dites d'abord ne traduit pas exactement les propos de mon SP Shadary. Je sais que beaucoup de gens ont fait une interprétation par moments fidèle, mais par moments erronée de ces propos lors de la matinée de Lubumbashi. Vous savez, chacun d'entre nous a la façon de faire l'appréciation des aspects politiques tels qu'ils se déroulent dans le pays. Et mon SP Shadary, en tant qu'acteur politique, a fait sa lecture par rapport à ce que nous appelons aujourd'hui la gratuité de l'enseignement. Il faut quand même être sincère aussi. Oui, mais vous m'avez posé la question, je vous réponds. Je vous dis que ça, c'est la lecture de notre SP. Oui. Il a pensé tel que vous l'avez entendu. Mais s'il faut qu'on dise la vérité par rapport à cet aspect, c'est qu'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement ne vient pas du néant. C'est d'abord un aspect prescrit par la Constitution. Oui. Lorsque vous lisez la Constitution, je crois à son article 43, il est recommandé ou garanti la gratuité de l'enseignement primaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette application. Et ça fait débat pour savoir quand est-ce que ça a commencé, cette application. Mais Shadary, je crois que ce qu'il a fait, c'est rappeler l'histoire. Cette Constitution vient d'où? Nous devons quand même nous le dire. Cette constitution qui a été votée en 2005, promulguée en 2006. Oui, ça a été voté, oui, en 2016, ça vient, là, on le reconnaît, mais bon. Je sais là où vous voulez en arriver. Mais en 2005, lorsque nous battions campagne, s'il vous plaît, en 2005, lorsque nous battions campagne pour le oui, par rapport à cette constitution. Certains n'étaient même pas dans ce pays. Certains étaient dans ce pays, mais ils étaient contre. Mais aujourd'hui, nous ne disons pas que ce n'est pas leur constitution. C'est la constitution de tout le monde. Mais il faut reconnaître quand même ceux qui avaient travaillé en 2005 pour que cette constitution existe. Et moi qui vous dis, j'étais parmi les propagandistes à ce moment-là et ceux qui avaient battu campagne pour le oui par rapport à cette constitution. Promulguée en 2006, cette constitution, par qui? Par Joseph Kabila. C'est lui qui avait mis sa signature sur cette constitution pour qu'elle existe. Il faut quand même le reconnaître. Pendant plusieurs années, on n'avait même pas une constitution. S'il vous plaît, maintenant on a parlé beaucoup plus de l'application de cette disposition constitutionnelle. C'est un problème d'approche. Avec Joseph Kabila, nous pensions à ce moment-là que l'on ne pouvait pas appliquer intégralement cette disposition constitutionnelle et sur toute l'étendue de la République et immédiatement. C'est une option. Et c'est à ce moment-là que... Mais vous avez eu 18 ans pour le faire. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Ne parlez pas de 18 ans puisque la Constitution même n'a pas fait 18 ans. Oui, ça, vous avez raison. Commencé à partir de 2006. 2006, oui. Oui, donc vous avez au moins 10 ans, 11 ans. Ok, ça va. Ok, ça va. Donc depuis 2006 jusqu'en 2018, nous avions pensé, avec la majorité présidentielle et Joseph Kabila, que c'était difficile d'appliquer intégralement cette disposition compte tenu des difficultés qui étaient rencontrées sur terrain. Et nous avions pensé qu'on pouvait cette disposition l'appliquer progressivement. C'est-à-dire le faire par exemple à l'intérieur du pays et après revenir dans les grandes villes. Et c'est ce qui a été fait sous Matata avec Maker Mwangu. C'était ça la disposition, c'est-à-dire que l'on a appliqué
cette gratuité de l'enseignement à l'arrière-pays, surtout dans nos territoires, et on ne l'a pas ressenti dans les grandes villes. Pour une raison évidente, la raison c'est quoi? Elle est même double. C'est-à-dire que dans les grandes villes, vous avez des enseignants qui sont confrontés à des conditions particulières et des logements et des transports. Et que lorsque l'on demande aux parents de ne pas participer ou contribuer à ces efforts pour permettre aux enseignants de donner le cours convenablement, ça pouvait paralyser l'enseignement dans les grandes villes où les enseignants étaient confrontés à ces deux difficultés. C'est comme ça que nous avions pensé. Alors qu'à l'arrière-pays, dans nos territoires, dans nos villages, vous n'avez peut-être pas cette difficulté. L'enseignant peut avoir sa case, il dort calmement, il n'a pas un problème de logement. L'enseignant peut avoir son petit vélo ou peut-être qu'entre chez lui et l'école, c'est peut-être 50 mètres, il n'a pas de problème. Et c'est ce que nous avions compris à son temps. Nous avions dit, on va utiliser on va parler de la gratuité de l'enseignement primaire progressivement. D'abord en commençant par l'arrière-pays, après on va revenir avec cette gratuité dans les grandes villes. On n'en a pas tellement parlé puisque c'est vrai, on n'en avait pas parler pour ce qui concerne les grands centres ou les grandes villes, c'était beaucoup plus à l'arrière-pays. Donc ça existait. Et Chadari a voulu simplement rappeler ça pour dire qu'aujourd'hui on parle de la gratuité, ça ne vient pas du néant, ça vient de la Constitution. Oui, cette Constitution qui a été protégée et initiée même par le PPRD, pratiquement soutenue par le PPRD au référendum, cette Constitution qui a été promulguée par le président Joseph Kabila, et c'est toujours cette constitution qui a été protégée tout le temps jusqu'en 2018 par la majorité présidentielle. Et Chadari dit, il ne faut pas que l'on oublie que ça vient du néant. Non, pour qu'on l'applique aujourd'hui, il fallait qu'on ait une référence. Si cette constitution n'existait pas, on n'aurait peut-être pas cette gratuité aujourd'hui. Mais donc quelque il faut part, reconnaître ceux qui avaient fait cet effort-là. Vous êtes un peu jaloux parce qu'on a plus parlé. Mais pourquoi nous allons être jaloux? Oui, c'est pourquoi vous avez tenu à... Je vous informe que nous soutenons cette gratuité. Nous soutenons cette gratuité. Puisque nous l'avions nous-mêmes commencé déjà avec Matata. FCC cache. Non, le mariage se comporte bien, nous ne sommes jamais jaloux. Aujourd'hui, quel est ce ministre qui applique? Oui, c'est parce qu'on a attribué à Fachi. Et là, Chadari va à Lubumbashi pour dire, rappeler que non, ça... Je vous confirme et je confirme à vos téléspectateurs que nous ne sommes pas jaloux. Puisque les principaux animateurs de cette gratuité... Ça vous fait un peu mal? Non. Les principaux animateurs de cette gratuité de l'enseignement aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui est du FCC. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui est du PPRD, qui est du FCC. Mais comment nous allons être jaloux? Vous n'allez pas parler de la gratuité sans le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui est de nôtre. Vous n'allez pas parler de la gratuité de l'enseignement sans le ministre de ce secteur, qui est le nôtre. Donc nous soutenons et nous avons mis les gens en place pour qu'ils puissent accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi, pour qu'il y ait réellement réalisation de cette gratuité de l'enseignement primaire. Le président Fachi, c'est lui qui donne quand même des ordres, c'est lui qui commande des... Oui, bon, la vision est la vision du chef de l'État. Nous ne refusons pas la vision et la vision. Avec Joseph Kabila... S'il vous plaît, nous ne refusons pas. Vous avez travaillé, mais bon, il n'y a pas eu exécution. S'il vous plaît, nous disons... Non, je crois que je voulais rappeler déjà qu'il y a eu exécution. Il y a eu exécution à l'intérieur. Mais j'ai dit ceci, oui, l'intérieur du pays, c'est aussi les Congo. Il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement les villes qui forment le Congo. Mais je vous ai dit ceci. Mais je vous ai dit que la vision, c'est la vision du président Félix Tshisekedi. Mais n'oublions pas aussi que le programme qui est en train d'être exécuté aujourd'hui, c'est le programme de la coalition FCC Cash. Donc tout ce qui se fait là-bas, c'est avec l'aval de cette coalition où le FCC est dedans. Donc il ne faut pas qu'on pense que ce qui se fait actuellement, le FCC n'est pas comptable. Le FCC est également comptable. Puisque le programme qui a été défendu à l'Assemblée nationale par le Premier ministre est un programme où le FCC a mis du sien, le FCC a mis sa matière. Et nous les soutenons et puis nous les portons. Bien. Alors, la diplomatie de Fachi est vraiment agissante. Hein. Plusieurs pays ont été visités, 23 ou 24 pays, hein, si je ne me trompe. Fachi retourne la RDC dans le concert des nations. C'est là votre avis? Bon, je crois que le voyage aujourd'hui du président Félix Tshisekedi dérange certains, mais il y a certains qui soutiennent, qui pensent qu'il faut qu'il agisse comme ça et qu'il continue à agir. Mais je crois que quelque part, je reproche son service de communication. Je crois que les gens ne communiquent pas assez pour donner les raisons exactes du déplacement du président de la République.
il est vrai que le président de la République ne peut pas répondre à toutes les petites invitations à travers le monde. Mais lorsque le président de la République, comme première institution, premier citoyen du pays, se déplace, c'est qu'il y a des intérêts majeurs à protéger pour la République. Et je crois que c'est ça le cas aujourd'hui. Mais lorsque la communication ne suit pas, les gens pensent qu'il est en train de faire la ronde du monde inutilement et que cela ne profite pas au pays. Je crois qu'il faut qu'à tout moment, que les communicateurs ou la communication qui est aujourd'hui à la présidence ou qui est assez suffisamment, puissent communiquer chaque fois avant que le président ne se déplace. Et que l'on sache pourquoi il se déplace, puisqu'en principe, il se déplace pour la République, ce ne sont pas ses déplacements privés. Et lorsqu'il y rentre, il faut qu'il y ait une communication par rapport aux retombées de ces genres de déplacements. Je crois que si cette communication fonctionne de cette manière-là, nous n'allons pas avoir tout ce qu'il y a comme tumulte aujourd'hui par rapport au déplacement du chef. Mais je crois qu'il doit continuer. Vous êtes quand même d'accord que la RDC est retournée dans le concert des nations. Êtes-vous d'accord? Oui, non, je pense que la RDC se comporte toujours normalement dans le concert des nations. Nous sommes présents en Afrique comme à travers le monde. Vous n'allez pas parler de l'Afrique ou de l'Afrique centrale sans parler de la République démocratique du Congo. Donc nous restons incontournables depuis Mzee Laurent Désiré Kabila jusqu'à Joseph Kabila, et aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Nous sommes présents dans le concert des nations et nous l'encourageons à faire ainsi pour que la RDC soit toujours présente et que l'on sente que nous sommes un grand pays. Que ça soit aussi bénéfique pour un pays, la population. À une position géostratégique qui reste incontournable. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit qu'il faut une communication par rapport à ces déplacements. C'est ce qui est important. Bien, nous allons prendre un autre sujet, un dernier sujet, parce qu'on nous informe que nous sommes déjà presque à la fin. Que pensez-vous de l'affaire de Limakambo? C'est aussi l'actualité. Hein. Vous êtes au courant par rapport à ce qui se passe. L'AG de l'hôpital de référence Vijana a été assassiné froidement par le garde rapproché du ministre provincial de l'Intérieur de Limakambo. Que pensez-vous? Bon, d'abord, ce que je dois dire, c'est que c'est présenter toutes mes condoléances à la famille de M. Nkunku, cet administrateur gestionnaire adjoint du centre hospitalier Vijana, que son âme repose en paix. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'affaire de Limakambo. J'ai toujours dit, moi, personnellement, que lorsqu'il y a eu mort d'homme et qu'il y a des familles qui ont été éplorées, il ne faut pas faire de la récupération politique de toute la situation ou de toutes les situations qui se passent. On applique juste la justice, c'est pas une récupération politique. Oui, la justice est en train de faire son travail, je suis d'accord. Nous regrettons ce qui était arrivé, mais je parle de la récupération politique puisque lorsque j'entends le débat autour de cette question, et tel que vous avez d'ailleurs posé la question, l'affaire de Limakambo, donc vous voyez que ça prend une autre dimension, alors qu'en réalité, ce qu'on doit dire, c'est quoi? C'est qu'il y a eu réellement mort d'homme, il y a eu bavure policière, il faut le reconnaître, et que l'auteur matériel de cet assassinat n'est même pas encore retrouvé. Non, je sais que Dolly Makambo a une responsabilité intellectuelle en tant que chef, puisqu'en principe il s'agit d'un policier qui était sous sa garde, et lorsqu'il agit, il est sous-entendu qu'il a agi sous les ordres de chef. Mais la justice est sur le dossier. Je crois que la justice va prendre tout le temps pour clarifier la situation et établir convenablement la responsabilité pour que le fautif soit réellement puni. Je crois que c'est ce qui est important à dire, mais éviter, ça c'est vraiment un appel aux Congolais, qu'on évite de tout politiser, puisque lorsque j'entends les communiqués de part et d'autre, pratiquement on dirait que tout le monde veut faire de la récupération pour régler un compte à tel ou à tel autre. Non, c'est malheureux ce qui est arrivé. Sachons compatir et laissons la justice travailler en toute indépendance. Oui, on laisse la justice travailler. Alors un mot de la fin, pour conclure, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Malheureusement, on court après les temps, toujours. On ne se rend pas compte. Hein. Bon, un mot de la fin, puisque nous avions parlé politique, et beaucoup de temps nous l'avons consacré par rapport à la coalition. Oui, à la coalition FCC-CACH, Joseph, oui, parce que vous êtes communicateur. Oui, tout à fait. C'est que c'est toujours un message d'apaisement que nous lançons à tout le monde. Et nous disons,
nous sommes dans une première expérience pour notre pays et qu'aujourd'hui, par rapport aux résultats des élections de 2018, nous sommes obligés entre FCC et Cash de cheminer ensemble. Vous ne l'avez peut-être pas rappelé, le week-end dernier, les deux leaders de famille politique FCC et Cash se sont rencontrés dimanche et lundi. Donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pour d'abord donner un signal fort. C'est pour donner un signal fort pour dire qu'il n'y a rien entre FCC et Cash et que l'évaluation est en train de se faire convenablement pour que nous puissions cheminer ensemble pour l'intérêt de tout le monde, pour l'intérêt de la nation, bien sûr. Donc, ok, ça sera tout. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Mwenze, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, madame. Bien, je rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur Dieudonné Mwenze, membre du Conseil national du PPRD, communicateur du FCC et député national honoraire. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.